Je suis esclave du volcan. J'ai perdu toutes mes dents à cause des gaz. Cette pente est trop dure. J'en peux plus. J'ai les yeux qui me piquent avec toute cette fumée. Cet homme a du soufre dans les poumons. Je ne sais pas combien de temps il lui reste à vivre. J'aime ce volcan, je le respecte, car ma vie et celle de ma famille en dépend. Mon père, il a tout fait pour que je retrouve confiance en moi, pour que je réussisse mes études. Et je crois qu'il ne s'arrêtera pas de travailler tant que je n'aurai pas réussi ma vie. La ceinture de feu dans le Pacifique. 9 volcans sur 10 dans le monde se concentrent le long de cet arc. En Indonésie, sur l'île de Java, le Kawaïdjen, l'un des volcans les plus dangereux et imprévisibles de la planète. Pourtant, chaque jour, une centaine de mineurs y descend pour en extraire un précieux minerai, le soufre. À longueur de journée, chargés comme des bodets, ils se croisent sur ce sentier périlleux, avec d'un côté le précipice, de l'autre les vapeurs toxiques. On les appelle les forçats du soufre. Au pied du Kawaïdjen, les mineurs et leurs familles trouvent une terre particulièrement fertile pour cultiver riz et café. Ce volcan les nourrit, mais ils le craignent. Selon la légende, le cratère et ses fumées marqueraient la porte des enfers. « 4 heures du matin, au pied du Kawaïdjen. Matroussen, 31 ans, embarque dans le camion de ramassage, direction le volcan. Comme lui, ils sont une cinquantaine à s'entasser dans la benne. Le trajet dure plus d'1 heure. La route est étroite, glissante, défoncée. Le chauffeur slalom entre les trous. Un jour, j'ai demandé à des mineurs de descendre, parce qu'ils étaient trop nombreux. Mais ils n'ont pas voulu, et ils se sont cachés en restant accroupis dans le fond du camion. Puis d'autres sont montés, sans que je puisse les voir dans mon rétroviseur. Alors j'ai continué à rouler. Et quand je suis arrivé dans la montée, le camion a commencé à tanguer. Et puis il s'est renversé. Heureusement, il n'y a pas eu de victime. Malgré l'enfer qui les attend, les hommes sont de bonne humeur. Pour Matroussen et les autres, la journée de labeur commence par 2 heures de marche. Une mise en jambe avant d'affronter les dangers du volcan. Matroussen est mineur depuis l'âge de 13 ans. Pourtant, c'est toujours avec la peur au ventre qu'il attaque la descente dans le cratère.
Cet endroit est très dangereux parce qu'il y a des glissements de terrain. Et puis le volcan produit aussi des gaz très toxiques. Il faut faire attention à ce qu'on fait, surtout quand on travaille. Il faut toujours être sur ses gardes. Au fond du volcan, des canalisations recueillent le soufre en fusion. À sa sortie, au contact de l'air froid, il durcit et les mineurs le détachent à coups de barre de fer. Le travail de ces hommes paraît simple, il est pourtant à haut risque. À tout moment, le vent rabat sur eux des vapeurs de soufre, acides et toxiques, qui leur brûlent les poumons, comme s'ils avalaient de l'eau bouillante. Ici, aucun mineur n'a les moyens de se payer un masque à gaz. Leur unique protection, un simple foulard. Après 1 heure dans les effluves du Kawaïdjen, Matroussen a arraché 80 kilos de soufre. Les pentes sont vraiment très dures, mais pour moi la plus difficile, c'est celle qui commence en bas du cratère. Pour atteindre le sommet, il doit parcourir 500 mètres avec plus de 80 kilos sur le dos. Chaque pas est une douleur. Je suis épuisé aujourd'hui. Et Matroussen n'en est qu'au quart du parcours. Quand je bois de l'eau, c'est très amer. Cette amertume, c'est le soufre, une odeur d'œuf pourri qui imprègne tous les pores de la peau. Je sais que fumer, ce n'est pas bon pour la santé. Mais pour moi, ce n'est pas grave. J'ai juste besoin d'enlever ce goût amer que j'ai dans la bouche. Les porteurs du Kawaïdjen doivent rester vigilants. Au moindre faux pas, c'est la chute. Et elle peut être mortelle. Je suis déjà tombé dans cette montée. Ça s'est passé ici. J'avais tellement mal que je ne pouvais plus me relever. On a dû m'emmener au dispensaire de la ville. Ici, les rochers sont instables. Je me souviens d'avoir vu un mineur mourir dans un éboulement, juste ici. Pas le temps de souffler, d'épaisses fumées montent vers lui. Des gaz acides, hautement toxiques, qui à long terme provoquent bronchite, œdème pulmonaire et cancer. Matroussen doit se dépêcher, le nuage est sur ses talons. En quelques secondes, les vapeurs l'enveloppent. Malgré son foulard, ses poumons le brûlent, une douleur fulgurante. Pour nous, les porteurs, le plus dur, ce sont les fumées. Il y en a beaucoup trop et elles sont partout. Et quand on porte des paniers aussi lourds sur nos épaules, ça nous épuise encore plus. Car la fumée entre partout, dans nos poumons, dans notre peau, ça c'est le gros problème. Essoufflé par les gaz, Matroussen a mis 2 heures pour atteindre le sommet du cratère. Il a encore 5 km à parcourir, mais ce sont les plus faciles. Matroussen avance maintenant sur un chemin plat et peut utiliser sa méthode. Une sorte de danse rythmée par le couinement des paniers.
J'ai une technique pour pas perdre l'équilibre. J'adapte mes pas sur le balancement de mes paniers. Comme ça, je marche en rythme et c'est beaucoup plus facile. Après 20 minutes de descente, Matroussen arrive au premier relais, à mi-chemin entre le cratère et l'usine. C'est là que les mineurs pèsent leur panier. Ça fait 75 kilos. Mais hier, j'ai porté bien plus que ça, j'avais 86 kilos. Mais bon, aujourd'hui, je me sens pas très bien. Rares sont les hommes qui parviennent à transporter plus de 80 kilos d'un coup. Matroussen, lui, fait partie des mineurs les plus performants. Son record, 116 kilos. Comme ses collègues, il ne touche aucun salaire. L'usine les rémunère au poids. Un moyen pour le patron d'inciter les mineurs à porter toujours plus. C'est 5 centimes d'euros le kilo de soufre. Les mineurs sont payés à chaque livraison et c'est avec des bonbons ou des cigarettes en guise de petite monnaie que le comptable de l'entreprise complète la paye. Aujourd'hui, j'ai porté 2 chargements. J'ai gagné 8 euros. 8 euros pour 160 kilos de soufre ramassé, 11 heures de travail. Matroussen gagne entre 150 et 200 euros par mois, 2 fois plus que le salaire moyen indonésien. Chaque jour, la centaine de mineurs du Kawaijen apporte ici 10 tonnes de soufre. On l'utilise en Indonésie pour blanchir le sucre ou la pâte à papier, pour fabriquer des allumettes et même des explosifs. On le retrouve aussi dans certains produits de beauté. Comme il s'agit d'un soufre volcanique très pur, il suffit de laver le minerai, de le filtrer pour le commercialiser. Pour chaque kilo vendu, l'usine empoche 35 centimes d'euros, 7 fois plus que ce qu'elle verse aux porteurs. « 16 heures, Matroussen rentre chez lui, épuisé. Il vit à 1 heure de route de l'usine, dans une petite maison en bois, avec sa femme et ses 3 enfants. Bon, bah, c'est une maison modeste, qui est plutôt en mauvais état. Regardez dans quel état est le sol. C'est de la terre battue, parce que je n'ai pas les moyens de me payer un vrai carrelage. En plus, dès qu'il commence à pleuvoir, toute la maison est inondée. Et avec l'eau qui coule du toit, par terre, ça devient vite de la boue. On mange de la viande seulement 1 fois par semaine. Et encore, certaines fois, on n'a pas assez d'argent pour s'en acheter. Alors ici, tout le monde s'en passe. Pas de radio, ni de télévision. Tout ce que gagne Matroussen, c'est pour payer les études de ses 3 enfants. Rares sont les distractions, alors lorsqu'il y a la fête du village, pas question de la rater. Matroussen tient à montrer à ses enfants ce qui se passe sous cette tente. À première vue,
On croirait une représentation théâtrale. En fait, il s'agit d'une cérémonie chamanique. Les hommes dansent afin que les dieux du volcan ne se réveillent pas. Bien que ces villageois soient tous musulmans, la plupart continuent à croire en ces dieux païens. Les hommes dansent jusqu'à ce qu'ils se mettent en transe. Alors des esprits entrent dans leur corps et les possèdent complètement. Ils peuvent ainsi manger tout ce qu'on leur donne. Des noix de coco, des fleurs. Pire encore, ils avalent aussi des braises incandescentes ou des morceaux de verre. Et ils ne s'en rendent même pas compte. Ils sont inconscients. Heureusement pour eux, le chaman les surveille. Comme pour cet homme qui avale une fiole en verre. S'il se blesse, ce sera un mauvais présage. Les dieux pourraient se fâcher et réveiller le volcan. Alors pour ne pas prendre de risques, le chaman met fin à la transe. Mon rôle est d'invoquer les esprits pour qu'ils entrent dans le corps des danseurs. Et quand je sens que cela devient dangereux pour eux, je fais ressortir les esprits de leur corps. Si le volcan est tant redouté jusque dans la vallée, ce n'est pas pour ses projections de roches en fusion ou ses coulées de lave. Le risque avec le Kawaï-Jen, ce sont les explosions de gaz. Ils s'accumulent dans l'eau du lac jusqu'à former une bulle qui éclate telle une bombe. C'est ce que redoutent les sismologues. Ce sismographe peut détecter la moindre secousse du volcan. C'est impératif. Le cratère doit être sous surveillance 24 heures sur 24, même quand tout paraît calme. Si jamais il se produisait une augmentation de l'activité sismique, des vulcanologues viendraient aussitôt pour interdire l'accès au volcan. Car le souffle d'une explosion de gaz peut tuer les personnes qui se trouvent sur le Kawaï-Jen. Des explosions difficiles à prévoir. L'une des plus meurtrières eut lieu il y a 30 ans. Il est 11 h du matin quand une gigantesque bulle de gaz éclate à la surface de l'eau. Ce jour-là, il y avait beaucoup de monde dans le cratère. Une soixantaine de porteurs. Il y en avait là-bas, ici, partout. Il y en avait même au bord du lac. De la fumée noire est sortie du cratère et tout à coup un homme s'est évanoui. Quelqu'un est venu l'aider, il s'est évanoui aussi. 11 hommes sont tombés comme ça. 4 d'entre eux sont morts. 2 étaient des copains très proches. J'étais vraiment triste. En moyenne, il y a une explosion tous les 4 ans. Mais dans le cratère, le danger vient le plus souvent du soufre. Ce jour-là, au pied des tuyaux, les hommes sont inquiets. Il y a des fuites qui paralysent la production, mais surtout cela provoque beaucoup trop d'émanations toxiques. Il y a trop de fumée. Je pense qu'il faut mettre un conduit par là-bas. Pour réparer, seul moyen, entrer dans la fournaise. Ces hommes qui prennent le risque de réparer les tuyaux, on les appelle les mécanos du volcan. Avec leurs masques dérisoires, ils ne peuvent survivre plus de 5 minutes dans cette étuve ultra corrosive. Ils doivent faire vite. Les fuites sont colmatées, mais quelques minutes plus tard, nouveau problème. Cette fois-ci, il s'agit d'un incendie.
Là-haut, c'est un brasier. La température atteint les 600 degrés. Les roches sont en fusion, elles brûlent. Si l'on n'arrive pas à éteindre ce feu, toute la production de soufre peut brûler. Le soufre a tendance à s'enflammer très facilement à l'air libre. Et sur le site, il y a plusieurs départs de feu par jour. En principe, ils sont vite maîtrisés grâce à cette pompe à eau. Seulement ce matin, elle est en panne. C'est un problème de pompe. C'est pas bon signe. La machine est usée et l'entreprise ne veut pas en racheter une nouvelle. Alors pour l'instant, on est obligé de tout faire à la main. On utilise un seau et on monte pour arroser les flammes. Avec la machine, ça ne prend que 10 minutes. Mais là, ça va prendre au moins 1 ou 2 heures. Pourtant, cette machine est presque neuve, mais elle s'est très vite abîmée. C'est à cause du soufre qui est très acide. Certains porteurs patientent depuis plus de 5 heures pour pouvoir travailler. Et l'inquiétude grandit. Car bientôt, comme chaque après-midi, les vents vont tourner et les fumées toxiques envahiront le cratère. Lorsque la pompe redémarre enfin, il est presque trop tard. Le feu commence à s'étendre. Si on n'arrive pas à l'éteindre maintenant, on va devoir recommencer plus tard. Tout le soufre va brûler et il n'en restera plus. Le feu, impossible de le voir. Il est masqué par l'écran de fumée. Et pour l'éteindre, les hommes doivent encore une fois entrer dans le nuage à tour de rôle. C'est une zone très dangereuse, il faut toujours faire attention. Il est impossible de distinguer quelque chose et on peut facilement faire une chute. Ces trompes-la-mort sont employés par l'entreprise qui exploite le gisement. Tous sont d'anciens mineurs qui n'ont plus la force de porter les lourds paniers de soufre. Comme Andy, il a commencé à descendre dans le cratère à l'âge de 15 ans. Andy a dû arrêter de travailler comme porteur à cause des problèmes qu'il a eu aux épaules. Elle le faisait souffrir. Il avait des furoncles, je crois. À chaque fois qu'il portait ses paniers, elle se mettait à saigner. Andy n'a pas encore 40 ans. C'est un homme que nous connaissons bien. Il y a 12 ans, nous l'avions déjà filmé sur le Kawaii-Gen. À l'époque, il était encore porteur de soufre. Il nous avait émus. En nous montrant ses souffrances physiques et en nous ouvrant les portes de son foyer. Nous sommes retournés chez lui pour lui montrer le reportage que nous avions réalisé. C'est en famille qu'il le voit pour la première fois. C'est là que ton papa travaille. Oui, c'est là, j'étais jeune. Je pouvais porter du soufre avec les copains. Et maintenant, je ne suis plus assez fort. Au fil du visionnage, un silence gênant s'installe. Andy reste impassible, alors que sa femme et sa fille fixent l'écran, le regard inquiet. Elles comprennent tout à coup la souffrance qu'il a endurée pendant des années. Une réalité qu'il avait préféré taire. Jamais je n'aurais pu m'imaginer qu'il travaillait comme ça. Ce film me touche beaucoup. Je viens de me rendre compte que le métier de mon père est très pénible. Et surtout, pendant tout ce temps, il ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail. Vraiment jamais. Si Andy n'a jamais voulu parler de son travail, c'est moins par honte que par pudeur.
À l'époque, il nous avait déclaré qu'il travaillait surtout pour sa fille. Le plus important pour moi, c'est elle. Je veux lui offrir des études pour qu'elle ait un métier mieux que le mien. Je veux qu'elle aille à l'école primaire, au collège et à l'université. Ma fille, c'est toute ma vie. Aujourd'hui, Andy continue de travailler pour sa famille. Mais depuis qu'il n'est plus porteur, son salaire a été divisé par 2. Alors, quand il n'est pas sur le volcan, il travaille dans les champs. Je cultive du riz pour que l'on puisse avoir toujours de quoi se nourrir à la maison. L'argent que je gagne à la mine est uniquement réservé pour les études de ma fille. L'école où étudie la fille d'Andy est à 2 heures de route de sa maison. Pour qu'elle puisse poursuivre ses études, il continue à se sacrifier. J'ai trouvé ce studio pour que ma fille soit plus près de son école. Et tous les mois, je paye le loyer. Dans cette école, la fille d'Andy poursuit des études supérieures de tourisme. En tant que fille aînée, à 20 ans, elle est l'espoir de la famille. Le travail de mon père ne lui a pas permis d'être souvent à mes côtés, ou d'être près de ma mère, ou de mon frère. Mais il a tout fait pour que je retrouve confiance en moi, pour que je réussisse mes études. Et je crois qu'il ne s'arrêtera pas de travailler tant que je n'aurai pas réussi ma vie. Il m'a donné tant d'espoir. Je dois absolument réussir mes études pour que se réalise enfin le rêve de mon papa et de ma maman. Dans cette province indonésienne, faire des études reste le seul moyen d'échapper à la misère. Pour ceux qui n'ont pas cette chance, il y aura toujours le volcan. C'est le cas de Vartan, 19 ans. C'est sa première journée de travail sur le Kawaïjen. Matroussen a accepté de lui apprendre le métier. La formation commence par le choix des paniers. Celui-là, il est pas mal. Il n'est pas très tendu, on peut charger 20 kilos. Au chômage, comme une personne sur 3 dans cette province indonésienne, Vartan n'a pas eu le choix. Avant, je travaillais dans le bâtiment, mais en ce moment, je n'ai plus de travail. Et je dois aider mes parents. C'est pour cette raison que je viens travailler ici. J'ai quand même un peu peur, parce que je n'ai jamais travaillé comme porteur de soufre. Tout à l'heure, quand j'ai pris le chemin qui monte jusqu'ici, j'étais essoufflé. Et pourtant, je ne portais rien sur mes épaules. Alors plus tard, ça risque d'être bien pire. Mais je vais quand même essayer. Pour mettre toutes les chances de son côté, Vartan, l'apprenti, a décidé de commencer avec les plus petits paniers, ceux qui ne supportent que 20 kilos. On prend où le soufre? Par là-bas? Oui, par là. On va passer par ce chemin, mais surtout, n'oublie pas de te protéger avec ton tissu devant la bouche. Suis-moi et mets-toi bien sur la gauche pour ne pas gêner ceux qui grimpent. Dans la descente, le jeune homme prend confiance en lui. Mais à l'approche des tuyaux et des fumées, il déchante. En fait, c'est difficile. J'ai beaucoup de mal à respirer. Mets ton mouchoir devant la bouche et commence par attaquer ce morceau-là. Après, tu le retires comme ça. Mais vas-y franchement, hein. Ouais, c'est bien, continue. Soulève-le maintenant. Soulève-le. Vartan tente de surmonter son malaise, sans succès. Matroussen doit faire le travail à sa place.
Je n'ai pas encore la technique. Je ne sais même pas par où je dois mettre mes mains, parce que c'est très chaud. C'est maintenant l'épreuve des paniers qui l'attend. Bon, je vais te montrer la technique pour bien porter tes paniers. D'abord, tu t'accroupis. Voilà, comme ça. Mets la tige en bambou sur une de tes épaules. Mets ta main ici. Puis tu te relèves. Maintenant, tu te balances un peu. Apparemment, tes paniers ne sont pas très équilibrés. Il y en a un qui est plus lourd que l'autre. Repose-les maintenant. J'ai l'impression que je n'y arriverai jamais à porter ces paniers. Ils sont tellement lourds. Les deux hommes s'engagent dans la partie la plus raide de la pente. Pour Vartan qui porte des tongs, l'ascension est un calvaire. Même Matroussen, qui a pourtant des bottes aux pieds, n'en peut plus. Je ne porte pas de chaussettes car elles ne tiennent pas une semaine. Alors je mets des chiffons. Mais ils se défont sans arrêt. Si je ne mets rien dans mes chaussures, les cailloux m'écorchent les pieds. Tu trembles? Oui. C'est comme si je n'arrivais plus à faire un pas. Faut que tu fasses attention quand tu marches. Ne regarde jamais à gauche ni à droite, et surtout pas en bas. Tu risquerais d'avoir le vertige en voyant les gens si petits en bas dans le cratère. Il faut que tu regardes seulement où tu mets les pieds. Et il faut surtout pas que tu regardes ailleurs. Ce jour-là, Matroussen devra s'arrêter à 8 reprises pour que son apprenti puisse reprendre son souffle. Et quand les deux hommes atteignent le sommet du cratère, les pieds du jeune Vartan sont dans un triste état. J'ai mal par ici, et puis là aussi, et encore à cet endroit. J'ai dû me faire mal dans la montée. C'est normal. L'année dernière, j'ai déjà pris des jeunes pour leur apprendre le métier. Ils avaient tous les mêmes problèmes. Mais Vartan est meilleur qu'eux. Il arrive à tenir le coup. L'an dernier, les apprentis ont dû abandonner leur panier de soufre. Ils ne pouvaient plus continuer. Les deux hommes mettront 1h30 de plus pour atteindre la pesée. Mais pour Vartan, c'est déjà une victoire. Approche-toi et accroche-le ici. 30 kilos. Je pense que je vais certainement continuer ce travail, parce que je n'en ai pas trouvé d'autres. Mais il faut que l'entreprise puisse me donner un salaire qui soit en rapport avec ce travail, qui est vraiment trop pénible. Mais pour ces forçats du soufre, seuls les costauds parviennent à gagner correctement leur vie. Et Vartan, qui ce jour-là n'a collecté que 30 kilos de soufre, n'empochera qu'1,50 €. À mi-chemin entre le cratère et l'usine, à 2000 mètres d'altitude, dans ces cabanes sans eau courante ni électricité, vivent une quinzaine d'hommes. La plupart font partie de l'équipe de maintenance. Nous y retrouvons Andy, l'ancien porteur que nous avions suivi il y a 12 ans. Il passe ici 2 semaines par mois sans rentrer chez lui. Je suis esclave de ce volcan. Mais qu'est-ce que je peux y faire? C'est lui qui me fait vivre. Il me fait gagner de l'argent pour manger, pour payer les études de mes enfants. Tout ça, c'est grâce au volcan. S'il n'y avait pas le Kawaii-Gen pour travailler, je pense qu'il y aurait beaucoup de voleurs dans le village. Comme on a mangé tous les légumes de la soupe, il lui est resté que le bouillon et les piments.
Et ça lui arrachait la gueule. Isolés de tout, les hommes tuent le temps comme ils peuvent. Pour nous, c'est très important de travailler avec de vrais copains. S'il nous arrive de tomber malade, ils sont toujours là pour nous aider. Et quand on ne va pas bien, ils nous remontent le moral. Ou on chante avec eux, pour se consoler, pour oublier la tristesse. 17h, la nuit tombe. Les hommes se préparent à dormir. Exceptionnellement, Matroussen le porteur est resté avec eux. Je fabrique moi-même ma torche pour pouvoir aller travailler cette nuit sur le Kawaijen. Car le lendemain, il lui faudra être le plus tôt possible sur le site pour rattraper le temps qu'il a perdu avec son jeune apprenti. La nuit à l'intérieur de la cabane, la température descend sous les 5 degrés. Pour lutter contre le froid, les mineurs dorment tout habillés. Je mets ça pour me réchauffer, sinon je crève de froid. On appelle ça la couverture du pauvre. C'est juste un sac à patates. Pour Andy comme pour Matroussen, la nuit va être très courte. Je suis vraiment encore tout endormi. C'est dur de partir en pleine nuit à 2 h du matin pour aller travailler. Andy et Matroussen sont loin d'être les premiers sur les pentes du volcan. Sur les flancs du cratère, une dizaine d'ombres furtives s'activent déjà. On ne les voit pas, mais on les entend. Au fond du cratère, une mauvaise surprise attend Andy, le mécano du volcan. Ce sont ces flammes bleues, du soufre qui brûle, un incendie qui s'étend. Si je n'arrive pas à maîtriser ces flammes, tous les porteurs vont m'en vouloir et mon patron sera furieux. Le soufre ne pourra pas s'écouler et je ne serai pas payé. De jour, éteindre le feu est difficile. La nuit, c'est un enfer. C'est dangereux. La pente est raide et on ne voit pas le chemin à cause du masque. À tout moment, on risque de faire une chute. Surtout que cette nuit, la pompe à eau est encore une fois en panne. Une nouvelle fois, Andy doit aller au plus près des flammes avec ses seaux d'eau. De son côté, Matroussen est déjà au travail. Alors qu'ils n'étaient que 30 dans les années 80, les mineurs sont aujourd'hui une centaine à arpenter le volcan. Et il n'y a pas assez de soufre pour tout le monde. Matroussen profite donc de la nuit pour ramasser le plus de soufre possible avant l'arrivée de ses concurrents. Il ne mettra que 20 minutes pour remplir ses paniers.
L'inconvénient, c'est que dans l'obscurité, la montée est encore plus périlleuse qu'en plein jour. Un faux pas, et c'est la chute dans le ravin. La nuit, on ne voit rien du tout, il fait trop noir. Et c'est compliqué. On est obligé de s'éclairer avec une torche, et il faut marcher lentement, très lentement. Alors que la journée, lorsqu'on travaille, on est plus rapide. Ah, ça me brûle. Surtout ici. Au lever du jour, Matroussen se dépêche d'aller poser son soufre pour retourner au plus vite sur le volcan et conserver son avance sur les autres mineurs. À cause de l'incendie de la nuit, une grosse quantité de soufre a brûlé. Il n'en reste plus beaucoup. Aujourd'hui, je remplis à l'avance des paniers de soufre pour qu'ils soient prêts quand je reviendrai demain matin. Comme ça, je n'aurai plus qu'à les récupérer ici. Et si aujourd'hui Matroussen est pressé, c'est parce qu'il a un rendez-vous important. Les vapeurs de gaz acide qu'il respire toute la journée commencent à l'inquiéter. Pour la première fois de sa vie, il a décidé de consulter un médecin. Faute d'argent, les mineurs ne viennent ici que très rarement se faire ausculter. J'ai mal aux jambes et au dos. Et puis je me suis blessé aux épaules. Cette épaule-là est très forte, mais quand je suis fatigué, je change de côté et je mets mes paniers sur cette épaule-là. Parfois c'est infecté. Un instant, un instant. Il y a du pus qui sort? Ça doit être à cause du poids des paniers. Vous avez la même chose de l'autre côté? Oui, mais juste un peu. Et puis je tousse beaucoup quand je suis dans le cratère. Et parfois, quand je suis pris par la fumée, je vomis. Plus que ses épaules, c'est l'état de ses poumons qui inquiète le médecin. Matroussen a 31 ans. Le plus souvent, les mineurs ne se font pas soigner. Lui a fait l'effort de consulter pour rassurer les siens. Il n'espère qu'une chose, que le docteur ne lui demande pas d'arrêter son travail. S'il devait arrêter son travail, ce ne serait pas à cause de ses blessures à l'épaule, mais à cause de ses voies respiratoires. Il a respiré des vapeurs de soufre qui sont allées dans ses poumons et ça pourrait provoquer la mort. Et si vous voulez savoir combien de temps il lui reste à vivre, je ne sais pas. L'espérance de vie de ceux qui travaillent au fond du cratère dépasse rarement 40 ans. Mais que deviennent ceux qui n'ont plus la santé pour travailler sur le volcan? Dans ce village agricole, à une centaine de kilomètres du Kawaïdjen, nous avons rencontré un ancien mineur de soufre. À 52 ans, Sadji ne peut plus travailler. Il est malade. Seuls les massages de sa femme parviennent à soulager les douleurs de son corps. J'ai commencé comme porteur de soufre à 16 ans. Mais il y a 10 ans, j'ai dû m'arrêter de travailler. J'avais des douleurs dans tout le dos. Je suis allé au dispensaire, puis chez un guérisseur. Mais depuis, je ne guéris toujours pas. L'ancien mineur a tout perdu, sa santé et son travail.
C'est désormais Diltik, le fils aîné, qui va faire vivre la famille. Lui aussi est condamné à devenir un forçat du soufre. J'ai enseigné le métier à mon fils quand il était encore très jeune. Aujourd'hui, il a 18 ans et grâce à tout ce que je lui ai appris, il va devenir un bon mineur de soufre. À 18 ans, Diltik est le plus jeune porteur du Kawaii-jen. Sur le volcan, quand les mineurs ne travaillent pas pour leurs enfants, ce sont leurs enfants qui travaillent pour eux. Mon but dans la vie n'est pas très compliqué. J'aimerais seulement construire une maison et réussir à subvenir aux besoins de mes parents, de mon frère et de mes sœurs, pour être sûr qu'ils ne manquent de rien. Aujourd'hui, une nouvelle fois, l'activité tourne au ralenti. Un feu a brûlé une partie de la production. Il y a beaucoup de porteurs et il n'y a pas assez de soufre. Donc il faut que j'attende. Mais si c'est nécessaire, je peux rester là jusqu'à minuit ou même toute la nuit pour pouvoir remplir mes paniers. Et ça ne me fait pas peur de le faire. Après 2 heures d'attente, il trouve enfin une plaque de soufre. Mais elle n'est pas très grande. Il doit compléter son chargement en ramassant quelques morceaux laissés par les autres. Dans les paniers de Diltik, 80 kilos, presque 2 fois son poids. Il parvient à les porter. Le problème, c'est qu'il a trop tardé au fond du cratère et a oublié que l'après-midi, les gaz envahissent la pente. Dans le fond de ma gorge, je sens que ça me brûle. Le jeune homme appartient à la nouvelle génération, celle qui va prendre la relève des vieux mineurs qui croient encore aux dragons et aux esprits du volcan. Comme ces hommes qui se rendent au fond du cratère avec la tête d'une chèvre qu'ils viennent de sacrifier. Pour être sûr que le Kawaii-jen ne se mettra pas en colère, chaque année, il lui offre ce présent. Avec cette cérémonie, on espère que la production de soufre sera bonne toute l'année. Mais c'est surtout pour la sécurité des mineurs que l'on fait un sacrifice. Il y a déjà eu beaucoup trop de victimes parmi nos camarades. Certains ont été blessés par des chutes de pierres, d'autres ont été ensevelis par un glissement de terrain par là-bas. Il y en a d'autres qui sont tombés dans le lac d'acide. Alors, il vaut mieux tuer une chèvre plutôt que ce soit nos camarades qui meurent. Depuis 200 ans, les porteurs de soufre empruntent les chemins périlleux du Kawaii-jen. Le volcan ne semble pas près de s'éteindre. Pour survivre, Andy, Matruzen, Diltik et les autres risquent de travailler encore longtemps au pays des forçats du soufre.